Hop, mon timing est là. Je suis là. Par contre, le son est pas prêt. Le son est pas prêt. Hop. Maintenant, le son est prêt. Parfait. Ah. Magnifique. Et le thé, il est prêt. J'ai plus de thé, plus de café. Il faut que j'aille en acheter du nouveau. Le centre de Randy. Un avion de la liste. Ça peut se faire, hein. Si je le trouve, hein. Si je le trouve, hein. Hop là. Mes listes sont tellement gigantesques. Alors désolé les mecs, hein, si des fois vous upez comme des dingues et que je fais pas le truc, c'est que aussi, mais j'ai pas de source pour le faire. Les paras français, c'est giga obscur. Albatros, merci mec. Dis-moi. Il y a des sujets parfois, les mecs, j'ai pas de source. Je peux pas inventer, claquer du doigt et faire des sujets en fait. C'est que des fois, il y a des trucs, c'est trop obscur. Ou je connais pas. Ou bah il me faut des bouquins, il me faut des sources. Pas facile. Y'a de ces connes, tu régales. Attendez, Warbird. Ah, c'est pas de la mauvaise volonté, hein. C'est littéralement... Il y a des sujets, c'est pas facile à traiter, hein. Il y a plein de sujets, des fois des HS et tout, je me dis, mais comment je traite ça, quoi? Parce que moi-même, je connais pas. Oh, c'est le champagne qui fait chier, mon sub-goal. J'avais trouvé un sub-goal incroyable. La minute brassage. La minute brassage, les mecs. On essaiera de brasser une fois par mois. J'ai fait des tests. Je vais pouvoir refaire du brassin en live. Ma caméra fera l'affaire. On ira brasser en live. Une fois par mois, une petite bière. Et voilà. Sympa ça. Je pense que ça peut être cool. Et puis même parfois, une fois de temps en temps, juste parler de bière. Avec le matos et tout. Peut-être que ça intéressera à certains. Voilà. La minute B-News. Mais non, brassage. Si je fais un apéro, on se fait la minute apéro, tu vois. Bon, attends, le Ki 102, je crois. Il faut que je le trouve. C'est moi. Hein, voilà. Les chasseurs de chars japonais Oni. Ouais, ça devrait pas être un problème, ça. Attends, je vais l'écrire. Hop, tu regardes, mec, merci beaucoup. 5 mois. Hop. Le successeur du 0. Non, c'est un contemporain du 0, figure-toi. C'est même la même équipe technique et le même designer. Voilà. Hop. Le Ki 102, il est là. Hop. Voilà. Excellent. Je reviens d'un chiffre rond. La vache. Oh, et c'est pas possible, il y a mon régiment de Star Wars qui me paye en crédits impériaux aussi. T'es déchaîné, vous êtes déchaîné. Je ne connais cet avion que de nom. Écoutez, on va aller voir ça. Ah, et cette corde aussi. Laissez-moi faire mon exposé, bande d'animaux. Vous êtes barjo, hein. Voilà. Il n'a pas été fait en hydravion aussi. Non. Bande d'animaux, voilà. Bon, vous regardez, les mecs. Non, il a pas... Alors, c'est un oiseau rare. Je sais pas s'il est connu. Le Ki 44 Shoki. Ça, c'est pas un problème. Je crois pas que je l'ai fait, le Ki 44, hein, il me semble, hein. J'ai fait pas mal d'avions japonais, maintenant. J'ai fait pas mal d'avions japonais. Et d'ailleurs, il y a un... Je vois le Fuga Magister. Il y a un Fuga qui s'est craché, je crois, hier. Dans la forêt de Fontainebleau. J'ai fait le Ki 43, mais pas 44, absolument. J'ai fait le Ki 43 Oscar. La Yabusa. Écoute, c'est moi... KST plomberie chauffage. Ça, c'est du pseudo magnifique. J'adore. Bon. Est-ce que je peux attaquer mon sujet? Le Jake. Le Jake. J2M Raiden. Raiden pour éclair en japonais. Donc il est souvent vu comme un avion très tardif. Alors que l'avion commence son développement quasiment en même temps que le 0. Que le A6M qu'on connaît bien, le 0. Et c'est vrai qu'on peut se demander comment cet avion arrive aussi tard en service. Les premiers exemplaires vont être livrés fin 43. Ils vont rejoindre les unités actives au printemps 44. Il va pas beaucoup voler. Il va quand même voler. C'est un avion très particulier en termes de design, pour un rôle très particulier. Il diffère totalement du canon de doctrine japonais de l'époque. Et on va aller voir un petit peu d'où vient cet avion. Parce que c'est vrai que pour le coup, il est très intéressant. Je connaissais pas, c'est normal, il est pas très connu. Un avion embarqué, absolument pas. Pourtant, c'est un avion de la marine. C'est un avion de la marine impériale qui veut
En 39, bah, vous connaissez tous Jiro Horikoshi. Je l'avais déjà montré, le beau Jiro. Jiro, c'est le designer, entre autres, du Zéro. Et en 39, quand la marine impériale va vouloir un successeur, va commencer à bosser sur un successeur à la 5M Claude, c'est Mitsubishi qui va remporter le merdier avec le Zéro, d'accord? Et c'est vrai que le Zéro, à partir de 39, le Zéro qu'on connaît bien, magnifique avion, même si on va... Les défauts du Zéro ressortiront au point que l'avion sera obsolète à partir de 44, 45. À lui, ils ont dû faire des choix à cause des performances. C'est pas tant qu'ils ont eu l'idée, c'est que la marine impériale a posé un cahier des charges très spécifique qui était quasiment impossible. Et quand on vous demande des choses impossibles, vous trouvez des solutions potentiellement dangereuses. Et qui est, entre autres, de ne pas protéger le pilote, parce que le blindage, ça prend du poids. Et on peut blâmer pas les designers de l'époque. Ils ne font que trouver des solutions à ce que leur demandent les généraux et les amiraux, d'accord? Et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais le Zéro reste un avion exceptionnel. De début de guerre, sûrement le meilleur avion du Pacifique en 41 et 42. Un avion assez terrifiant à affronter. Les Américains auront une peur panique du Zéro. Même si on avait vu, par contre, pendant Midway que des pilotes américains allaient commencer à subodorer qu'il y avait des moyens d'intoxiquer le Zéro dans certaines de ses manœuvres et tout ça. Mais c'est vrai que le Zéro en début de guerre a une aura d'invincibilité qui est liée, entre autres, à sa très longue portée et aussi à son extrême maniabilité et son excellent armement. Et c'est... On connaît que le Zéro de cette époque. Ou en tout cas, le Zéro, c'est pour la marine. Le Ki-43 Yabusa Oscar, qui lui ressemble énormément, même si c'est pas le même avion, ça sera pour l'armée de terre. Mais la marine, dès 39, à la fin de 39, va s'intéresser... alors, impossible de ne pas penser qu'ils n'ont pas eu vent, peut-être, de l'émergence de nouveaux designs de bombardiers stratégiques aux US avec les B-17 et compagnie. Et qu'ils se sont dit, ah ouais, quand ils ont vu certaines spécifications du B-17, que ça pouvait voler extrêmement haut. Impossible on sait pas, mais on peut se poser la question, est-ce que les Japonais se sont dit, ok, comment est-ce qu'on intercepte ça? On sait que le Zéro, il était pas bon à l'interception, d'accord? Parce qu'il volait pas haut. Le Zéro est exceptionnel, mais sous 4000 mètres. D'accord? C'est un des problèmes des avions japonais, mais on a vu que les avions russes aussi, il faut du compresseur, il faut des moteurs très puissants, des compresseurs pour aller chercher en altitude. Et le Zéro n'a pas été fait ni pensé pour ça. Et à la fin 39, la marine impériale va lancer un nouveau programme assez unique, puisqu'elle va vouloir un intercepteur. Donc juste après le Zéro, hein, on est quelques mois après le programme du Zéro. Un intercepteur à pas forcément longue portée, là où le Zéro, par exemple, est un intercepteur à très longue portée. Hein, le Zéro avec un réservoir supplémentaire, c'est plus de 1000 km. Là, ils veulent un avion potentiellement... La distance d'engagement n'est pas un problème. On veut un avion capable de rester 40-45 minutes à plus de 5000 mètres. Mais on va vouloir un avion capable de grimper incroyablement vite. Et ils vont aussi demander... La maniabilité n'est pas un problème. On s'en fout de la maniabilité. Ce qui est étonnant. À l'époque, les Japonais sont un peu à fond là-dedans. Et ils vont aussi demander du blindage. On est en 39. Et c'est vrai que dès le début, le cahier des charges du Raiden est unique. D'ailleurs, c'est Mitsubishi qui va récupérer le contrat. Sauf que... un P-47 japonais. On peut y voir, à l'époque, un parallèle, puisque le P-47 est un intercepteur aussi de haute altitude. On pourrait y voir un parallèle, sauf que le P-47 américain se retrouvera à faire beaucoup de choses, sauf de la haute altitude. Et la définition de haute altitude pour les Japonais n'est pas la même que pour les Américains. Pour les Japonais, dessus 5000 mètres, c'est de la haute altitude. Alors que chez les Alliés, ça serait encore plus haut. 5000 mètres serait considéré comme de la moyenne altitude. Et c'est vrai que c'est Mitsubishi qui va récupérer le merdier. Le souci, c'est que Mitsubishi, à l'époque, ils sont focus à 90% sur le Zéro, sur les améliorations, sa production. Et le J2M, malgré un design qui est potentiellement intéressant, n'est absolument pas prioritaire et ne le sera jamais. Et ça va être important pour tout ce qu'on va parler.
le J2M Raiden est considéré comme un projet secondaire chez Mitsubishi et il le sera quasiment jusqu'en 44-45, quand le Zero commencera vraiment à perdre du souffle. Et c'est vrai que le Zero qui va voler très vite, le Zero il va rentrer en service en 41, on sait que dès l'été 41, il équipe toute l'aéronavale japonaise. Les Betty absolument, mais les J4M, les Betty, les Tanzen sont en Kasai, qui est en effet c'est le même moteur. Et ben notre avion là, alors que c'est un contemporain du Zero, il va voler, ils vont assembler le premier prototype en février 42. Donc on est quand même vachement tardif par rapport au Zero, alors que c'est deux programmes qui auraient dû techniquement évoluer en parallèle. Et ouais, il va falloir attendre mars 42 pour avoir un premier prototype qui va voler. C'est un avion très particulier en termes de design. On aurait pu se demander s'ils veulent un avion à haute performance, ils auraient peut-être dû prendre un moteur en ligne. Le moteur en ligne aurait été parfait pour un avion qui doit grimper rapidement. Sauf qu'ils n'ont pas de bon moteur en ligne. On avait déjà parlé, mais les Japonais ont un énorme problème. Ils ne savent pas faire de bons moteurs en ligne. Des moteurs en ligne sont très compliqués à produire. Les Japonais n'ont pas ce savoir-faire. Ils importeront des Daimler-Benz allemands qui mettront sur le Tony et ce sera un échec. Il y aura plus de problèmes d'avions détruits par problème de moteur que détruits au combat. Et ça va être quelque chose de très handicapant pour les Japonais de ne pas avoir de bons moteurs en ligne. Après, vous me direz, les Américains n'étaient pas non plus très moteurs en ligne. Mais les Américains vont compenser par des moteurs d'une puissance extrême. A contrario, les Japonais n'auront pas des moteurs très puissants et en plus n'auront pas de moteur en ligne pour pouvoir mettre ça dans des avions très spécifiques. Et c'est vrai que, quand vous voulez avoir un avion très rapide qui grimpe rapidement, il va vous falloir un avion puissant et possiblement extrêmement aérodynamique. Pas facile d'être aérodynamique avec le Kasai. Donc le Kasai, c'est le moteur, le gros moteur en ligne autour duquel ils vont construire toute cette série d'avions de milieu de guerre, entre autres le Betty, le Tanzen, bombardier torpilleur, et aussi le J2M. Et ils vont devoir faire des miracles pour essayer d'avoir le moins possible d'espace. C'est pour ça, c'est un très très bel avion, hein. Si certains en doutaient, c'est une superbe machine. Regardez ça, c'est ligne. Parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose d'aérodynamique. Rappelez-vous, c'est pas un avion de maniabilité. Il est pas là pour faire du dogfight. Il ne sait pas dogfighter. C'est un affreux dogfighter. Par contre, c'est un des meilleurs avions en 44-45 en termes de vitesse ascensionnelle. Il est exceptionnel. Et ils ont mis un gros moteur en ligne dessus. Ils ont mis un Kasai+++. Ils retravailleront le Kasai, entre autres pour cet avion, pour avoir un maximum boom et zoom. Exactement. Rappelez-vous qu'il est là pour aller intercepter du bombardier, d'accord ? La marine impériale veut avoir cet avion, entre autres, possiblement, pour aller chercher du bombardier américain, opérer depuis des bases terrestres, la défense du Japon, allez savoir. Et ils veulent avoir cet avion très spécifique qui est un intercepteur qui n'aura pas forcément une grosse autonomie, mais qui va être là pour monter très rapidement, intercepter, rester 40 minutes en opération, redescendre. Vous voyez ? Donc c'est un design qui est contre tout ce que fait le Japon à l'époque. Et c'est vrai que il est magnifique. Il est magnifique, mais ils vont avoir de très gros problèmes avec le prototype. Ça va être un avion à problème. Et rappelez-vous qu'en plus, non seulement il y a des problèmes, mais il n'est pas prioritaire. C'est le Zero qui est prioritaire absolument surtout en termes de moyens. Donc c'est... L'avion vole bien, mais il est sous-motorisé. C'est-à-dire que les performances requises par la marine, elles sont pas assez bonnes. Et ça, c'est lié au moteur Kasai qui manque un petit peu de jus. Ouais, ils auront des pare-brises absolument. Ils auront des gros problèmes de pare-brise. Là, tu vois, c'est le pare-brise early. Après, ils mettront un pare-brise un peu plus classique. Les pilotes se plaignaient des pare-brises, mais ça, c'est le moindre des problèmes. Ils ont eu des gros problèmes sur le train d'atterrissage. Ils ont eu des problèmes de moteur, des problèmes de pare-brise. Ils ont eu des gros soucis qui vont retarder pendant quasiment plus d'1 an. Ça aurait pu être fait plus vite. Mais Mitsubishi n'en a un peu rien à foutre. Oubliez pas qu'on est aussi sur une période où le Japon est à l'offensive. Ça, c'est une arme défensive. Le Japon est en train de penser à envahir l'Australie et Hawaï au printemps 42. On en a un peu rien à foutre de défendre le... Il y a bien eu le raid de Doolittle, mais c'était un accident. Voilà. Et c'est un énorme bordel, cet avion, puisque d'un coup, il va prendre quasiment
plus d'un an de retard et ils auront encore des problèmes. Ils auront encore des problèmes. Ils auront par exemple, alors qu'ils vont commencer à lancer les premières... Vous noterez que c'est plus le même cockpit, regardez. Ils ont totalement retravaillé le cockpit. Parce que le cockpit initial était trop recourbé. Les pilotes se plaignaient de rien voir. C'est con. Donc ils vont devoir, entre autres, totalement retravailler. Vous voyez, c'est plus le même cockpit. Ils vont aussi avoir un énorme problème. Les premiers avions de série qui vont sortir, quand ils considèrent qu'ils ont réglé les problèmes, ils vont avoir 2 crashs mortels à la suite. Un premier crash, l'autre qui va être évité de peu. Mais ils vont se rendre compte que quand ils rentrent le train d'atterrissage, les ailerons se bloquent, piqués de la mort. Il y a un pilote qui va s'en sortir de justesse, qui va dire votre avion là, il est un peu foireux. Et là, on est déjà à l'automne 43. Vous voyez? Ils mettront énormément de temps à résoudre les problèmes. Ça va aussi laisser le temps en même temps d'améliorer le Kasai. Le moteur Kasai qui est... donc ça, c'est toutes les variantes du Kasai. Souvent, c'est... Les moteurs, on dit un nom, comme le Merlin, le DB601 et compagnie. C'est des grandes familles de moteurs qui vont sans cesse être améliorés, d'accord? Et ils vont sans cesse améliorer le Kasai. On aura aussi l'introduction de Kasai avec des compresseurs, des superchargeurs, pour commencer à améliorer les performances en altitude. Et ils vont systématiquement, dès qu'il y a un nouveau Kasai qui arrive, le tester dans le Raiden. Donc le fait qu'il va être long à évoluer va aussi lui permettre d'avoir accès à des nouveaux moteurs. Des nouveaux moteurs plus performants, avec des compresseurs. Et c'est vrai qu'ils vont aussi... j'ai pas parlé de l'armement. Les premières versions de base étaient équipées de 2 canons de 20 et de 2 mitrailleuses de 7.7. Ils basculeront à partir du J2M 3 ou 4, je crois, sur 4 canons de 20. C'est un armement très puissant pour les Japonais. Les 4 canons de 20, c'est énorme. Et c'est vrai que l'avion va être excellemment bien armé à partir de 44. Ils vont résoudre les problèmes. Moteur plus puissant, 4 canons de 20. Et ils vont avoir un excellent avion. Le problème, c'est que c'est un avion compliqué à utiliser parce que il est contraire à ce que fait tout le reste de l'armée japonaise. Là où les Japonais aiment beaucoup le dogfight, les avions extrêmement maniables, lui s'utilise d'une façon très particulière, qui est ce que j'ai vu quelqu'un qui en parlait du boom and zoom. Et ouais, il y a eu plein de Raiden différents. Il y a même eu des Schrege musique. Hein, Basile, ils ont même mis des protos avec des Schrege musique, des canons à tir verticaux. Ils ont testé un chasseur avec canon à tir verticaux pour aller choper des bombardiers et tout ça. Ils vont beaucoup expérimenter, mettre des nouveaux moteurs. Au final, ils vont en faire que 600. C'est pas grand chose. Et ils vont être très peu utilisés qu'à partir de 1944. On estime que ses premières missions opérationnelles, même s'il arrive en unité au printemps, ça va être à Saipan et aux Philippines à l'été 44. Comme je dis, c'est un très bel avion. Très bel avion. Il a des très très belles lignes. Vous noterez que là, le proto n'avait pas encore de compresseur et ils sont même trompés. Alors là, c'est le J2M3 proto, c'est pas le premier proto. On voit qu'il a le cockpit plus tardif. Et ouais, là, on voit qu'il a son compresseur, donc un Raiden avec compresseur. Et c'est vrai que il est très gros. Hein. Vous allez voir les photos avec des gens. C'est un avion qui est massif. Extrêmement trapu. Comme je dis, il a un très gros moteur. Il est bien blindé. Gros armement aussi. Hop là, regardez ça. Belle bête, hein. C'était fiable comme un Ki 61. Non, bien plus fiable. Le Ki 61, le Tony, était une abomination à cause de son mauvais moteur en ligne. C'était un mauvais DB601 sous licence. Très mauvais moteur. A contrario, le Raiden, quand il sera totalement... aura résolu ses problèmes d'enfance à partir de 44, deviendra une terrifiante machine de guerre. Entre les mains d'un bon pilote japonais, ça pouvait prendre tout ce que les Américains pouvaient mettre en face. Il était considéré comme un meilleur avion que le L4 en des mains d'un bon pilote. Le problème, c'est que c'est pas un dogfighter. Vous pouviez pas... Vous étiez là pour monter, descendre, attaquer, utiliser les Américains parfois l'appelaient l'écureuil. Tellement l'avion était rapide à casser, attaquer, disparaître. Il était assez hors norme. Et l'avion va beaucoup intriguer les Américains qui vont tester. À la fin de la guerre, on a quelques très très belles photos. Les plus belles photos, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de photos du Raiden, malheureusement. La propagande japonaise va un peu se calmer après les branlées de 42 et de 43. Et on aura de moins en moins de photos, malheureusement.
Et le Raiden, malheureusement, n'a pas été beaucoup photographié. C'est triste, mais c'est comme ça. Et on a quelques très belles photos. Matez-moi un petit peu regardez la taille de la bête. Il est gros. Il est énorme, le Raiden. Et surtout, ils ont fait disparaître le moteur de façon très élégante. Là où souvent, on a une énorme casserole d'hélice. Si vous regardez un Corsair, un P-47, un L4, les avions n'ont pas vocation à être aérodynamiques, d'accord? Ils ont vocation à être incroyablement puissants. Là, ils ont essayé de faire de superbes lignes avant pour que le moteur se noie dans le fuselage. C'est un très très bel avion, le Raiden. Il n'a pas été produit, ils en ont fait 600 et des poussières, ce qui est très très peu. Surtout, comme dit, il n'était pas prioritaire. Le but, Mitsubishi sera toujours à fond sur produire des zéros. Et cet avion sera fait en petite série. Ils arriveront quand même à en faire plus de 600. Ils feront même venir de la main-d'œuvre d'esclaves de Taïwan et compagnie pour construire des Raiden. Voilà. D'ailleurs, il va arriver parfaitement pour aller attaquer des B-29. Ça va être un des ennemis redoutés des B-29. Parce que les B-29 volaient pas si haut que ça. Entre généralement 5000, 6000, 7000 mètres, 8000 mètres les maximum. Les B-29 ont volé plus bas dans le Pacifique qu'en Europe. Les courants aériens étaient bien plus gênants et les avions japonais moins bien dangereux. Donc les B-29 volaient pas si haut que ça. Et le Raiden était capable d'aller chercher à l'été 44. Les premiers raids américains, c'est en juin 44. Les premiers raids de B-29. Et ils décollent de Chine directement pour aller bombarder des sites au Japon. Donc les Japonais ont un outil, même si il est quand même pato à haute altitude. Hein. Comme dit, c'est pas un avion fait pour vraiment pour la haute altitude. Mais il est capable d'aller chercher les B-29 américains. Elle est belle la photo, hein, regardez ça. Les B-29. Magnifique. Là, ils volent pas très haut. Au niveau du mont Fuji, là, ils volent pas très haut, les mecs. Hein. Ils volaient plus haut que ça, généralement. Hein. Voilà. Donc, ouais, les Japonais vont être capables d'aller chercher avec des Raiden des B-29. Le problème, c'est qu'au printemps 45, les Américains, à partir de mars 45, vont totalement basculer leur bombardement de nuit. Et le Raiden n'est absolument pas fait, n'a pas de radar, le contrôle aérien japonais de nuit est inexistant, ce qui fait que les Raiden deviennent soudainement inefficaces. Parce que, il est fait pour aller intercepter des bombardiers, et il a un bon armement pour, mais il est absolument pas fait pour voler de nuit. C'est con, hein? C'est con, hein? On a quelques très très belles photos, là avec le 352e Kokutai. Regardez, l'éclair. Raiden, c'est littéralement... je crois que Shinden, c'est éclair violet, et là, c'est éclair traditionnel. Voilà. Pour gagner de la vitesse absolument, en fin de guerre, les B-29, ils viraient tout. Hein. Ils viraient tout parce que ça gagnait du poids, de la vitesse, de l'altitude, de la charge utile. Les Japonais seront jamais des grosses menaces. Il y aura plus de B-29 qui tomberont à cause de leur moteur de merde et de leurs problèmes de moteur que des chasseurs et chasseurs de nuit japonais. Et c'est vrai que le Raiden fait partie des quelques rares outils que les Japonais avaient pour aller chercher les bombardiers américains. Mais il n'y en aura jamais assez. Et il y a un autre problème, c'est les pilotes. Il faut un pilote assez unique pour piloter cet avion. Parce que c'est un avion... Il n'y a aucun équivalent dans l'armée japonaise. D'accord, c'est un écureuil, comme disent les Américains. C'est un avion... Il est là pour monter plein de balles. Il n'est pas là pour faire du combat manœuvrant. On aura quelques as japonais sur Raiden. Mais ils sont trop rares. Il y a très peu de pilotes capables d'utiliser correctement cet avion. Et c'est un énorme problème. Alors que les Américains, vous avez des L4, vous faites ce que vous voulez avec, quoi. Et c'est vrai que le Raiden est un peu un ovni pour les pilotes japonais. De savoir l'utiliser correctement. C'est con, hein, parce que déjà qu'ils ont plus beaucoup de pilotes, mais en plus, les pilotes sont pas trop volontaires pour utiliser ça, parce qu'on sait pas comment l'utiliser correctement. Les Japonais vont avoir la très méchante tendance à vouloir faire du combat aérien, du dogfight, alors que c'est absolument pas ce qu'il faut faire avec le Raiden, vous voyez. C'est fou que les chasseurs d'époque avaient été si peu efficaces. Écoute, t'iras dire ça aux alliés qui ont perdu leur temps de gloire, parfois 80, 90 forteresses volantes par mission.
t'iras dire ça aux Anglais en février 45, quand ils vont perdre plus de 100 bombardiers en une nuit, que les avions n'étaient pas efficaces pour abattre les bombardiers. On était extrêmement bons à abattre les Allemands étaient extrêmement bons à abattre les bombardiers. C'est que quand il y aura des chasseurs d'escorte et des Mustangs qui vont arriver, qui vont commencer à être plus capables de le faire. Hop là. Donc ouais, nos avions, ils vont très peu voler. On va les voir en petit exemplaire, j'avais déjà dit, dessus Saipan en juin 44, dessus le Japon, dessus les contre les B-29, aux Philippines aussi. Partout, il y a des bases terrestres d'où il peut décoller. On le verra en petits groupes. Mais il sera connu des alliés, hein. Il sera connu des alliés, comme dit, ils l'appelleront Jake dans leur booking de renseignement. Tous les avions japonais avaient un nom de renseignement. Souvent, j'emploie le nom du renseignement américain parce que c'est plus pratique que les noms japonais, parfois un peu imbuvables. Le problème des bombardiers, c'est le nombre, absolument. C'est la saturation. C'est la saturation d'un bombardier, il est pas seul, il est dans un box. Il est dans un box de 15 avions. Et si tu veux l'abattre, faut aller t'exposer à tous les tirs de mitrailleuses. Et c'est une guerre d'attrition. Et les Américains ont été capables de gagner cette guerre d'attrition. Aucun pays au monde n'aurait gagné cette guerre d'attrition. Les Allemands ont fait des pertes démentielles aux Américains et aux Anglais. Et les Américains ont tenu le choc et ont jamais arrêté. Et ils ont bouffé l'aviation allemande à l'attrition. Ce qui est complètement dingue. Ouais, absolument, il y a même eu des J2M en Mandchourie. Corée du Sud, Mandchourie, en août 45. D'ailleurs, un des derniers combats aériens de la guerre, le 15 août, on a eu le J2M et quelques zéros qui sont allés se cogner à des L4 dessus la plaine de Kanto, je crois que c'est à côté de Tokyo. Un des derniers combats de la guerre, 2 heures avant le cessez-le-feu. Il y a des mecs qui se sont fait abattre des deux côtés, vous voyez. C'est con quand même de se faire tuer 2 heures avant le cessez-le-feu. Hein. Et voilà. Pourquoi il n'est pas allé dans l'aéronaval ? Bah techniquement, il est dans l'aéronaval. Il est dans la marine impériale. C'est la marine... En fait, la marine impériale n'utilise pas que des avions sur porte-avions. Elle a aussi des bases terrestres. Et elle utilise des avions basés. Par exemple, le Betty. La marine impériale a des Betty. Les B4M, hein, B6M, je me rappelle plus. Et la marine impériale utilise des avions embarqués, mais aussi des avions basés au sol. Le Raiden est un avion de la marine impériale qui est basé au sol, tout simplement. Hop là, regardez. Très intéressant cet avion, je l'ai retrouvé là. Le 3D 147. Regardez la taille de la machine. Hein. Yarn Hub a sorti une vidéo sur ce fameux dernier dogfight. Mais c'est souvent celui-là, 2 heures avant le cessez-le-feu. C'est probablement le dernier combat aérien de la Seconde Guerre mondiale. Et ils vont s'étrier comme des dingues. Les Américains, Japonais vont perdre pas mal d'avions. Mais ouais, c'est... L4 contre Raiden et Zero. Sacré monstre, hein. C'est pas un petit avion, hein. La République! C'est moi, Armando! Sur la crise des torpilles, c'est chaud, hein. J'y connais rien. Me demander des HS à tout va, c'est bien. Mais comment je fais quand moi j'y connais rien? Je prépare un HS Warship sur la bataille de l'Atlantique sur le même format que Midway. On parlera un peu de torpilles parce que je me focaliserai sur les U-boats. Il a l'air aussi imposant que le Dornier 335. Non. Le Dornier 335 est encore plus gros. Le Dornier 335, tu peux passer dessous. Tu vois, le tricycle, tu passes dessous en marchant. Le Dornier 335 est de la taille d'un bombardier quasiment, tellement il est énorme. Voilà. Donc ouais, Armando, je parlerai de torpilles, quand je causerai du Warship sur la bataille de l'Atlantique. C'est un bimoteur. Techniquement, oui, mais on peut le voir comme un monomoteur, techniquement. Mais c'est vrai que c'est un bimoteur. Donc il est énorme. Regardez ça, c'est une épave aux Philippines. Vous avez vu quand on lui enlève sa casserole, comment il est esthétique, hein, comment ils ont essayé. Ça, c'est du design, les mecs. Les Japonais étaient de très très bons designers, d'accord. Ils faisaient de superbes avions, comme les Italiens. Ils savaient compenser peut-être des moins bons moteurs par des designs plus épurés. Ce que les Américains, par exemple, ne savaient pas faire. Les Américains, ils s'en foutaient, ils mettaient le moteur le plus puissant qu'ils avaient et ils faisaient un truc pratique autour du moteur. Les Japonais, les Italiens essayaient de faire des designs plus épurés parce qu'ils avaient accès à des moteurs moins puissants. Regardez comment il est beau sans son hélice. Il a de la gueule, hein. Et c'est un très très bel avion. Très très gros, mais magnifique avion. Mais il mettra tellement de temps à arriver à maturité, ce sera un oiseau extrêmement rare.
Et on a pas mal d'épaves en fin de guerre. Sur les... je vous ai souvent dit qu'à la fin, les Américains ont rassemblé tout ça dans des cimetières, ils ont brûlé tout au lance-flammes et tout, c'est... aujourd'hui, on est là, putain. Putain, on a plus d'avions japonais. On n'a plus d'avions japonais dans les musées parce qu'il y en a tellement qui ont été détruits au combat, puis en 45 par les Américains, que parfois les seuls avions japonais qui ont survécu, c'est ceux qui ont quitté le Japon pour être testés, qui ont fini en caisse dans des musées. Et c'est vrai que là, vous avez les cimetières d'épaves en 45, où on a un peu tout rassemblé, un peu à l'arrache dans les cimetières et compagnie. Des chasseurs d'escorte avec les B-29, non, très très rarement. De Chino, mais celui de Chino, je pense que celui de Chino, Basile qui a survécu, il faudra aller voir. Mais c'est peut-être un des avions testés par les Américains après-guerre qui a survécu. Ça, c'est sur l'aéroport de Hatsugi, le 10 septembre 45. Matez-moi un petit peu la quantité d'avions. Il y a du bimoteur lourd derrière. Sûrement que j'ai... Oh, il y a double bimoteur. C'est quoi ça? J'ai fait un Warbird sur un bimoteur japonais qui ressemble... C'est pas le Toryu? C'est pas un Ki-49 ça ou un truc comme ça? Qu'en pensent les experts du chat? Qui ont une meilleure mémoire que moi? C'est quoi ces deux avions japonais là? Je les connais. C'est un Ki-45 ah. J'ai fait un Warbird sur ça. J'en suis sûr. Hein. Je les connais. Hein. Il y a des versions différentes avec les... des nez vitrés. Du gecko. Pêle-mêle. Du gecko, du Jody. D'accord. Matez-moi un petit peu les... vous noterez que les conditions d'armistice sont en cours. Vous voyez là? Ils ont enlevé une pale d'hélice. Une pale enlevée. Une pale enlevée. Une pale enlevée. Une pale enlevée. Ça, c'est les conditions d'armistice. Tous les avions devaient être... tous les bimoteurs... En fait, les avions ne devaient pas pouvoir décoller. Donc, le meilleur moyen d'empêcher un avion de décoller, c'est de lui enlever une pale. Donc là, les bimoteurs, les équipages japonais, regardez, tous les avions ont une pale en moins. Et ça, c'est les conditions d'armistice pour empêcher les avions de décoller en urgence. Vous voyez? Surtout que les Américains avaient trop de peur que les Japonais fassent n'importe quoi avec des kamikazes et compagnie. Donc là, ils ont enlevé les hélices des bimoteurs. Et là, vous avez un superbe... un magnifique Raiden au premier plan. Deux Raiden, je pense. Comme dit, c'est un très très bel avion. Un oiseau rare, mais un superbe avion, même en 45. Et ils étaient en train d'en construire un paquet. Hein. Là, on en voit un autre derrière. Regardez ça, dans les, en phase d'assemblage. Comme je dis, c'était de la main-d'œuvre concentrationnaire. Hein. Ils ont ramené des milliers de gamins de Taïwan pour les construire, les machins. Et Mitsubishi a toujours considéré ça comme un projet un peu secondaire. Alors que le Raiden en 45 est un bien meilleur avion de chasse que le Zero. Le Zero ne fait plus le poids face au L4 et compagnie. Le Raiden, entre les mains d'un bon pilote, je précise parce que c'est important, mais le Raiden est incroyablement dangereux. Voilà. Avec le George, toute la série des N1K2 et compagnie, ça fait partie des excellents avions japonais de fin de guerre. Voilà, mais c'est pas un avion de fin de guerre en termes de design. C'est un contemporain du Zero. On a du mal à les deux programmes arrivent à quelques mois d'écart. Il lui a fallu quasiment 4 ans pour arriver à maturité à cet avion. Parce que ça a traîné et qu'il a jamais été prioritaire. Regardez encore les épaves. D'ailleurs, vous reconnaissez? Alors là, on est sûrement au Japon sur un cimetière, mais là, on est après-guerre. Hein. Regardez, on a des espèces d'avions... je sais pas c'est quoi ces machins là derrière. Belle bête, hein. Et regardez. C'est quoi le George comme avion? C'est le N1K2. Le 3D 747, on l'a vu tout à l'heure. Regardez, c'est lui. 3D 147. Regardez. Donc sûrement sur un aéroport, ils l'ont dégagé. C'est du C-154. Ça serait en quelle année? Ça serait directement après-guerre, 46, 47. Impressionnant, hein. Avec toutes les bagnoles. Donc là, on est vraiment sur les... regardez ça, on est sur les cimetières japonais, enfin, les cimetières d'avions japonais.
Ils ont pas encore tout ferraillé, mais ça devrait pas tarder. Magnifique. D'ailleurs, comme je disais, les Américains vont affronter le Raiden. Et ils vont être très impressionnés par le Raiden. Comme je dis, c'est un avion très particulier que les Américains n'ont pas été habitués à affronter. C'est pour ça que l'avion était aussi dangereux, c'est que les Américains ne savaient pas comment affronter ça. Parce que l'avion était rare et était issu d'une doctrine que les Japonais n'avaient pas, qui était le boom and zoom. Et c'est vrai que les Américains vont, à la fin de la guerre, mettre la main sur des Raiden. Le seul qui pouvait choper du B-29, potentiellement, ouais. Ou en tout cas, monter assez rapidement et aller au contact avec 4 canons de 20. Mais ouais, ça fait partie des rares avions capables d'aller se cogner. Ils avaient plus d'essence. Entre autres, les pilotes, l'essence, les avions de mauvaise qualité construits à l'arrache. Les Américains vont récupérer des Raiden et ils vont les faire voler. Ils vont les faire voler. Et ils vont les bichonner. Et surtout, ils vont mettre leur essence dedans. Rappelez-vous que les Japonais avaient un énorme problème d'essence de qualité, d'accord. L'essence joue beaucoup dans comment un moteur va performer. Et les Japonais, en fin de guerre, n'ont pas d'essence à haut degré d'octane pour faire tourner des moteurs à très haute performance. Ce que les Américains ont. Et les Américains vont faire quoi? Ils vont prendre des Raiden qu'ils ont remis en état de vol et ils vont foutre leur essence dedans. Nom de Dieu. Les Raiden allaient plus vite que les spécificités japonaises de 39. Ils vont atteindre quasiment 660 km/h avec leur Raiden, là où les Japonais peinaient à atteindre les 600. Et les pilotes américains qui vont tester ça vont être... Ah ouais! Quel avion! Quel avion! Et c'est vrai que c'était... mais on voit les défauts japonais de fin de guerre, essence de mauvaise qualité, pas de pilote. Vous pouvez avoir le meilleur avion du monde. Si c'est construit à l'arrache, que vous n'avez pas d'essence et pas de pilote pour le... Ça sert à rien. Hop là, regardez ça. Superbe photo. Vous avez un L4. Regardez qu'est-ce qu'il est moche le L4 quand même. Hein. Vous savez, je suis pas difficile avec les avions. C'est comme avec les femmes, vous voyez, je suis pas très difficile. Je peux pas me permettre d'être difficile. Mais, nom de Dieu, regardez qu'est-ce qu'il est moche le L4 quand même. Par contre, c'est un monstre. Hein. Donc voilà, le L4, le Raiden qui est absolument magnifique. Regardez-moi ces lignes. Ça, c'est des mecs qui savent designer. Là où là, les Américains en avaient rien à foutre. Hein. Regardez, les Américains, ils en avaient rien à foutre. Hein? Et là, ça doit être un Seafire, je pense. Ça ressemble à un Seafire. Et c'est vrai que je le trouve bof, parce que t'as aucun goût. Tiger Senpai. Comme ton pseudo. T'as aucun goût, tu vois. Il est absolument magnifique. Tempest. Ah, c'est un bel avion, le Tempest. Donc, c'est vrai que le... Pas troller. Les cocards de la British Pacific Fleet. Absolument. C'est la British Pacific Fleet et c'est un Seafire, je pense. Donc ouais, pas mal, hein. C'est pas aérodynamique, on mettra un gros moteur. Voilà. Mais... Vous voyez? C'est des écoles différentes. Vous méprenez pas, le L4 est un superbe avion. En termes de performance. Incroyable. Il fait tout le L4. C'est un petit camion superbe en dogfight. Mais c'est vrai que vous avez... c'est pas les lignes élégantes. Trapues et élégants du Raiden. Hop là. Regardez. Ça, c'est encore une autre unité. Ça, c'est des pilotes japonais. On est en décembre 45. C'est des pilotes japonais qui vont bosser avec les Anglais. Donc sous supervision. Hein, on ne fait pas trop confiance. Et ils vont refaire voler. Parce que les Anglais vont aussi tomber sur des Raiden. Et tout le monde va être très intéressé par cet avion. Et là, ils vont demander à des pilotes japonais de refaire voler des Raiden. Et là, vous avez 2 pilotes japonais. Donc, ce que vous avez, le ATAIUSEA, c'est simplement pour Allied Technical Air Investigation Unit Southeast Asia. Simplement, unité d'investigation technique de l'air Asie du Sud-Est. Et donc, c'est une unité qui refait voler des avions japonais. Et le meilleur moyen, c'était simplement de demander à des pilotes japonais de refaire voler les avions. Et ils ont demandé à des pilotes japonais qui devaient bien être contents. Ah bon, vous nous avez pas exécutés? Vous nous laissez voler nos avions? Et vous nous donnez 3 repas par jour? Ah les mecs, il est superbe. C'était un superbe avion. N'écoutez pas Tiger Senpai.
C'est un très très bel avion en termes de ligne et d'élégance. C'est un avion qui a été conçu pour la performance et pas pour la maniabilité. Et ça se voit. C'est un avion qui est juste là pour monter incroyablement vite et qui pourtant allie puissance de feu, blindage pour protection du pilote et aussi performance. Les Japonais ont commencé à faire ça à partir de 1944. De 43-44, ils ont commencé à se dire il nous faut du blindage aussi sur nos avions. Et c'est vrai que lui a commencé très très tôt à être ultra performant dès la planche à dessin. Ce qui lui a valu des problèmes, il n'a pas été prioritaire. Mais c'est un très très bel avion. Voilà. Les Italiens aussi ont fait de superbes avions. Toute la série des 2005 en fin de guerre est absolument superbe. Les Centauro et compagnie. Regardez ça, c'est la même photo en colorisé. Belle bête, hein. Bon, on voit que le coup de peinture a été mis un peu à l'arrache. Mais c'est des unités techniques, hein. Voilà. Mais ouais, très très belle machine. Hein. Très grosse machine. On a du mal à apprécier parfois les tailles. Mais le Raiden est énorme. Il y en a un seul qui a survécu de Raiden. Je pense que c'est un des exemplaires américains capturés. Et il est en Californie, au musée de Chino. Regardez-le. Il est magnifique. Alors, j'ai pas dit, mais il pouvait prendre un réservoir supplémentaire aussi, hein, pour augmenter sa portée. Hein. Voilà. On dirait presque un réacteur à l'avant. Alors que c'est un très gros moteur en étoile. Mais ils ont fait en sorte de réussir à le cacher pour pas qu'il y ait trop de drag à l'aérodynamisme. Et que ça fasse perdre de la vitesse. Ils ont réussi à faire un avion très très élégant. Avec des contraintes assez difficiles, mine de rien. Voilà. Belle bête, hein. Le Raiden. Donc comme je dis, ils en ont fait que 600. Il a pas beaucoup volé. C'est quelques unités. Mais ouais, c'est un bel avion. Moi, je l'aime beaucoup. Il est connu quand même, le Raiden. Mais ouais, c'est une belle machine. Très très belle machine. Hop là, regardez-moi ça. J'adore ces lignes. J'adore ces lignes. Et on a du mal à croire que c'est un avion de début de guerre en fait. Même d'avant-guerre. Techniquement, c'est 1939. Le cahier des charges, où les tombe en 39. Mais pour des raisons de contexte, pour des raisons techniques, c'est un avion qui va arriver à maturité qu'en 44. Ce qui est aberrant quand on y pense. Mais les Japonais n'en auraient même pas eu besoin avant. Puisque, il faut des bases terrestres, il faut de la logistique. Et ouais, c'est un avion qui aurait été compliqué à déployer dans le Pacifique Sud. Et ça, même si ils en ont quand même envoyé à Saipan. Mais c'est des doses homéopathiques, c'est des petites doses d'avion. C'est les problèmes japonais de fin de guerre, logistique, industrielle. Ouais. C'est intéressant. Très bel avion. Il est bon, je refuse de le jouer parce que... Bon, on s'en fout. C'est un superbe avion, il a 4 canons de 20. 4 canons de 20. Il doit être très bon en ascensionnel. Il doit envoyer du steak sur War Thunder. Aucun doute. Hein. Ça a impliqué une défense du Japon. Ouais, c'est un outil défensif. Et les Japonais, bon, la défense, c'est pas honorable. D'accord la défense, c'est pas honorable. Et ouais. Ouais. Il ne reste qu'un seul au monde. Bah, dis-toi qu'il y a des avions japonais. Il y en a plus. J'ai traité de pas mal d'avions japonais dans Warbird. Les avions n'existent plus. Ils ont disparu. Parce qu'ils ont tous été détruits. Les Japonais n'ont pas gardé tant que ça de patrimoine. Beaucoup d'équipements ont été détruits en 45-46. Comme je dis, des cimetières entiers d'épaves. Et personne se disait en 45-46 je vais garder un avion pour le mettre au musée, vous voyez. Et c'est quelque chose d'assez récent, même. C'est les années 80, vous savez. Commencer à collectionner du Warbird, des avions, de les mettre au musée et tout, c'est les années 80. Jusque dans les années 60-70, on en a rien à branler des avions. C'est une mentalité assez récente de vouloir préserver des équipements. Parce que ça coûte cher déjà. Ça coûte cher de préserver des équipements. Il faut les stocker, il faut les entretenir. Et c'est quelque chose de très récent. Récent pour toi, oui. Non, récent... récent en général en termes de mentalité. Préserver le patrimoine, et surtout Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose de récent au niveau des mentalités, pas juste moi. Ça coûte cher, ouais, ça coûte cher. Ça coûte cher, faut de l'espace. Et c'est une mentalité de se dire,
Ah bah non, on va le préserver. On va le préserver juste pour avoir une belle pièce et le conserver. C'est quelque chose d'assez récent. Malheureusement, parce qu'on a perdu des quantités dingues d'équipements juste parce qu'on savait pas quoi en faire et on les mettait à la casse. On s'en foutait. Qu'est-ce que vous voulez faire sur un tas de ferraille, les mecs? Voilà, on est pragmatique, hein. Voilà. Bah, je vis pas en France, ça va être compliqué d'aller à Saumur, hein. Et les matériaux peuvent avoir de la valeur absolument. Tu recycles le métal, tu recycles le merdier. Non, non, je comprends les... Comme je dis, cette mentalité, je comprends pourquoi bah, les gens s'en foutaient, en fait. C'est que, ouais, bah, ça prend de la place, ça sert à rien, c'est moche. Autant le casser et le vendre au prix de la ferraille, ça fera de l'argent. Voilà. Du coup, pour la marine, il a une portée de merde. Oui. Bah ouais, il a pas été designé pour avoir une longue portée, contrairement au zéro. Voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. S'il y a des gens qui veulent rajouter des choses, vous avez les commentaires YouTube dessus. Quelle heure il est? Quelle heure il est? 18h46, parfait, j'ai le temps. Je vais m'arrêter là. Je relance le stream d'ici 15-20 minutes, ou une demi-heure, et on ira sur U-Boat. J'ai envie d'aller couler des bateaux. Je suis posé au fond dans le sable, dans le Dogger Banks. Puis là, ça va chasser la baleine. Écoute, j'ai tué une baleine cet après-midi, j'en suis extrêmement pas fier, d'accord? Mais j'ai aussi coulé... coulé 2 sous-marins russes et endommagé gravement. Mais ça, tu ne le mentionnes pas. Hein? Bande de médisants. Bon allez, je m'arrête là. Passez une bonne soirée, peut-être à tout à l'heure. Et sinon, demain, je ferai un peu de Divide and Conquer sur Brie en début d'après-midi. En soirée, il y a Galpin qui sera là. Et on se fera du Darkest Tower. On va se lancer un petit scénar multi Darkest Tower. Peut-être on sera ennemi. Et on va chill un peu sur Darkest Tower tranquillement avec Galpin. Voilà. Un scénario un peu foufou. Ouais, on verra bien où le scénario nous mène. Bon allez, peut-être à tout à l'heure. Et sinon, passez une bonne journée. Et peut-être à demain ou dans les prochains jours. Ciao, ciao. C'est tout le monde.